comment j'ai pu passer d'une vie aussi, je trouvais triste, à une vie aussi incroyable où tout le monde se dit waouh, mais elle a trop de la chance. Et je me suis rendu compte que tout est question d'énergie. La vie te mettra face aux mêmes situations autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce que tu aies une réaction différente. Enchanté, Emilia. Enchantée. Bienvenue sur l'émission Ikigai, du coup. Avec un super chapeau. Bah oui, et un super casque derrière, parce qu'on ne le voit peut-être pas forcément à la caméra, mais il est là. On a pris soin de le placer pour le placer, n'est-ce pas, Dani ? Exactement. Est-ce qu'il est bien placé, le casque ? Je pense qu'il est bien placé. Alors, invité assez original aujourd'hui. Bah, explique-nous ce que tu fais, Emilia, tiens. Plusieurs choses. La première, c'est que je crée du contenu autour de la moto sur les réseaux sociaux. Ok. La deuxième, c'est que j'essaie de piloter comme je peux des motos, hein, parfois un peu plus puissantes certaines que d'autres. Ouais. Donc c'est pour ça que j'utilise le terme j'essaye. Parfois, c'est la moto qui me pilote. Ouais. Comme ce week-end, enfin comme cette semaine. Après, j'essaye de partager un peu les difficultés qui sont liées à ce monde-là, les facilités, les avantages, les inconvénients, de rester au maximum transparente sur ce que je fais, sur ce que je vis, plutôt que de partager, parce que c'est vrai qu'on a tendance sur les réseaux sociaux à avoir beaucoup de belles choses, des marques, du luxe, etc. Mais on voit un peu moins les envers du décor, les moments difficiles, les échecs, parce que c'est beaucoup d'échecs, la vie, et les gens ont plus tendance à montrer quand ils y arrivent que quand ils n'y arrivent pas. Exactement. Donc moi, j'essaye de faire un peu l'opposé, parce que le but, c'est plutôt de montrer que c'est pas une question... Il n'y a pas que la finalité qui compte, le chemin, il compte aussi. Enfin, ok, la finalité, c'est important de faire de la moto, par exemple, c'est important, mais comment on en arrive à faire de la moto ? Et par quels échecs, par quelles épreuves on passe ? Totalement d'accord. C'est à peu près ce que je fais. Ok, et bah c'est bien parce que là t'es déjà rentré dans le thème, en plus c'est magnifique, au-delà de te présenter. Tu m'as aussi dit que tu allais faire un championnat bientôt de France féminin. Exactement. Autour de la moto, donc là tu essaies d'aller un peu plus loin dans ta passion. Ouais. Mais donc pourquoi la moto ? Donc c'est une passion depuis longtemps, c'est... Alors non, enfin en fait... J'ai eu une moto jeune, on peut pas dire que j'ai pas eu de moto, j'avais des petites motos quand j'étais jeune parce que je pense que ma mère et mon beau-père ils m'ont fait un peu garçon manqué. Oui. Mais moi j'étais dans la gym, donc j'ai fait 13 ans de gymnastique. D'accord. Donc rien à voir avec la moto. Je me suis blessée en gym fortement et on m'a plus délivré de certificat médical alors que je mettais toute ma carrière autour de la gym. Je pensais plus tard, je m'imaginais être aux Jeux Olympiques, ça coule de source en ce moment. Donc je me voyais faire ma vie autour de la gym. Ça s'est écroulé, 3 mois de pleurs, de tristesse. Et puis on avait une YZ 125 à la maison. Je me suis dit, de toute façon, j'ai plus rien à perdre parce que je me blessais pas, je faisais attention à moi. Et puis je me suis mise à faire un petit peu de cross, j'ai aimé ça. J'étais nulle, j'étais vraiment nulle. Et après, j'ai voulu passer le permis moto. D'accord. Mes parents, ils voulaient pas parce qu'ils trouvaient ça dangereux, forcément. Et puis du jour au lendemain, mon beau-père a passé le permis moto. Et mon père a passé le permis moto. Enfin, vous m'avez dit que c'était dangereux, maintenant vous mettez tous à passer le permis moto, faudra m'expliquer. Ouais. Donc j'ai passé mon permis moto et j'avais 18 ans. Non, 20 ans, pardon. Et j'ai fait de la route, de la moto sur route. Après ça, j'ai rencontré un garçon. On n'était pas ensemble, mais il me plaisait beaucoup, beaucoup. Et il était jamais dispo. Lui, il faisait beaucoup de circuits. Le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'on puisse avoir un date, c'est d'acheter une moto de piste et de lui dire est-ce que je peux venir avec toi sur un week-end de piste. Déterminé. Complètement. Ça pourrait être même trop déterminé. Mais... Donc j'ai acheté une moto et on est allé rouler ensemble. Et on s'est mis ensemble sur ce week-end-là de circuit. Ok. Donc on a commencé à rouler vachement souvent ensemble, vu que c'était notre passion en commun. C'était en 2021, donc c'était il y a 3 ans. Lui, il n'est plus dans ma vie, la passion est restée. Voilà, comme quoi, rien n'arrive par hasard. Les gens, ils rentrent un peu tous dans notre vie pour nous emmener quelque part. Et là, en l'occurrence, cette personne-là est rentrée dans ma vie pour m'emmener dans cette passion qui prend maintenant toute la place dans ma vie actuelle. Et je suis restée là-dedans et j'étais vraiment nulle aussi au début. Ouais. Je ne suis pas téméraire. J'ai pas envie de me faire mal pour rien. Il y a beaucoup de gens qui sont là, ouais, regarde mes cicatrices, c'est tout. Moi je vois pas l'intérêt de me faire mal pour rien. Mais je suis prête à me faire mal s'il y a de bonnes raisons. Donc j'étais un peu nulle au début parce que j'avais pas envie de me fatiguer, j'avais pas envie de transpirer dans mon casque, j'avais pas envie de prendre des risques inutiles.
Et puis, je me suis séparée et gros déclic. Dès la première fois où je suis retournée rouler, j'ai roulé à 5 ou 6 secondes plus vite que ce que je roulais, ce qui est Ok. déjà énorme quand on fait de la moto. Et, euh, et les secondes ont continué à tomber et l'adrénaline a commencé à être de plus en plus intense. Et bah là, c'était un peu comme un drogué. J'avais besoin de ma dose et toujours un peu plus fort, donc je tombais des secondes. Et j'ai dû rentrer dans ce moment où tu dois chercher la technique. Ok. Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'a emmené un peu dans cet univers moto qui n'avait à la base rien à voir avec mon monde Avec ton monde de base, ouais. complètement. Tu passais de la gymnastique à la moto et surtout de ce que tu as pris comme peut-être déjà c'est une grosse difficulté et peut-être un échec. Tu te dis, bah non, comment je puis en arriver là, à pas pouvoir faire de gymnastique, vivre de ma passion. Ça a dû être un moment super difficile, j'imagine, Ouais, parce que tu as passé de nombreuses années de ta vie et tu te visualisais loin. c'est Donc ça. là, c'est comme un rêve brisé, j'imagine. Enfin, tu vois un peu un monde s'écrouler et ça doit être super difficile de pouvoir revenir à zéro et de se dire, ok, je vais faire une toute autre passion, une toute autre voie. Et tu as réussi à trouver comme quoi c'est pas impossible. Tu es en train de développer cette voie-là. Est-ce Ouais. que tu penses que c'est une voie qui va prendre... Tu m'as dit qu'elle prenait toute ta place. Est-ce que tu penses que ça va t'amener loin, cette voie, que tu vas continuer longtemps ou tu as encore une autre voie à côté, tu as d'autres choses que tu veux explorer? Je pense qu'elle m'emmènera là où elle doit m'emmener. En fait, j'ai arrêté de me dire ma vie, elle doit se faire autour de ça ou je veux faire que ça de ma vie. Un jour, peut-être que je vais me désintéresser de ça, tout simplement parce que ça m'aura appris ce que ça avait à m'apprendre. Et il y aura autre chose qui suivra. Comme la gym, j'étais Mm. sûrement arrivée au bout de ce que j'avais à apprendre en gym. Donc ça s'est arrêté là. Mais peu importe en fait, que ça dure toute ma vie ou pas, je serais contente de ce que ça m'a apporté. Maintenant, la vie, il y a tellement de choses à Il explorer. y a Enfin, trop de choses à explorer. il y a tellement de sports, tellement de passions, tellement de lieux. Comment on peut dire qu'on fera qu'une chose toute notre vie? Ça, c'est presque impossible. Donc non, je veux pas faire que de la moto. Maintenant, le maximum que je pourrais en faire, j'en ferai. Et quand j'aurai plus d'intérêt à en faire ou quand j'y trouverai plus de bénéfices et d'épanouissement, j'arrêterai. Tu as appris à découvrir des choses voilà, que tu n'aurais pas pensé peut-être aimer Mm, et voilà, aimer et développer à ce point-là. Et ça a appris à découvrir une autre facette de toi, ouais, j'imagine. complètement. Donc génial. Et du coup, on t'est rentré dans un nouveau monde, donc le monde de la moto, qui est un monde, comme on disait un peu avant, essentiellement masculin. Ouais. Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment tu as appris à vivre et à évoluer dans ce milieu-là? Ça n'a pas dû être peut-être évident. Ça l'est pas. Enfin, ça l'est jamais vraiment. Pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est des centaines d'années de construction sociale, Mm. où on imagine que la femme ne peut pas dépasser l'homme. Mm. Donc, on est censé être d'une certaine manière, mais en même temps, pas trop développé et pas trop se surpasser. Ouais. Mais y a des avantages et des inconvénients. L'avantage à être une femme, c'est que je suis forcément beaucoup plus sponsorisée qu'un homme, parce qu'on est moins. Donc Ouais. forcément, ben, moins il y a de femmes, plus il y a de la visibilité. Du coup, j'ai plus de partenariats, j'ai plus de marques qui me soutiennent, plus d'attention, plus de visibilité. Donc ça, c'est mon gros avantage. L'inconvénient, c'est que du coup, j'ai plus de regard sur moi. Donc quand j'arrive sur une journée roulage, sur un paddock, on m'attend un peu au tournant. Contrairement aux hommes qui sont noyés dans la masse, ils vont être 140 sur la journée, ben, il va y avoir une nana, on va l'attendre un peu, ben, elle roule comment? Tu penses qu'elle roule bien? Ah mais pourquoi elle est dans ce groupe? Ouais. Donc un peu plus de regard et d'attention qui sont portés sur une femme que sur un homme. Et puis après, il y a la critique. Parce que ben, vu que j'ai plus de partenariats, plus de sponsors, plus de facilité, ben là, on va être tenté de dire oui, mais avec toutes ces marques qui la soutiennent, elle devrait pouvoir rouler en temps. Oui, mais en même temps, on la soutient que parce que c'est une femme et parce qu'elle a un corps de femme. Oui, mais donc après, il y a la critique parce que forcément, il y a ce côté j'ai pas réussi à faire ce qu'elle a fait, donc je vais la critiquer plutôt que de me donner les moyens d'aller chercher la même chose. Moi, j'aime bien dire que oui, je suis aussi suivie sur les réseaux sociaux parce que je suis une femme, ça y joue forcément. Mais je prends toujours l'exemple de Dr Patma. C'est un biker allemand qui a plus d'1 million d'abonnés. Enfin, la dernière fois que j'avais regardé, il avait 1,3 million. Ok. C'est un mec qui se met en costume, donc on voit pas son corps, qui roule avec une belle Ducati, et il est beaucoup plus suivi que moi. Et je vais pas dire non, mais il est suivi parce que c'est un homme. Il est suivi parce qu'il a été doué en communication. Il a
passer du temps sur ses réseaux sociaux. Il a pris le temps de réfléchir à des idées pour inspirer, pour qu'on le regarde, pour qu'on le sponsorise. Et donc, du coup, il est suivi. Il n'est pas suivi pour X ou Y, parce qu'il est allemand, parce qu'il est blond, parce qu'il est... Donc, c'est un peu facile de dire, oui, mais elle est suivie parce que c'est une femme. Ouais, parce qu'au fin de compte, il y a eu un travail derrière. Tu as préparé des choses, des vidéos, du contenu, tu as été présente aussi. Exactement. Tu sais que tu as une force, peut-être un petit avantage, mais ça suffit pas. C'est pas parce que tu es une femme et que vous n'êtes pas nombreuses que tiens, tout de suite on va te sponsoriser. Il faut que tu aies des choses en plus, faut que tu cours, faut que tu fasses aussi tes preuves, voilà, faut que tu crées du contenu derrière, et c'est un boulot aussi à part entière. C'est un boulot à part entière, et surtout, et en fait, même parmi les femmes, moi je connais des femmes qui sont pas aussi suivies parce qu'elles font pas autant derrière. C'est tout simplement, en fait, il y a beaucoup de gens qui voudraient aujourd'hui le beurre, l'argent du beurre, et pardon pour l'expression, le cul de la crémière. Tu peux pas demander aux marques de donner de l'argent, du temps, du matériel, et en échange leur dire je vais mettre un sticker sur ma moto d'un championnat qui est même pas rediffusé. Bah oui, mais qu'est-ce qu'elle y gagne, la marque? Et plus tu vas demander sans rien donner en retour, moins tu vas avoir. Alors que moi, les marques avec qui je travaille, ça devient presque une famille, ça devient des gens avec qui je communique régulièrement parce que on s'entraide, parce que par exemple, une personne avec qui je bosse avait besoin d'une caméra qui n'a rien à voir avec la marque, et moi j'en avais une en plus, donc je lui dis attends, je t'en dépanne une. Enfin, on va s'entraider sur d'autres trucs, et c'est là où derrière le partenariat entre guillemets il devient valable pour tout le monde. C'est que tout le monde y trouve du sien, tout le monde y gagne quelque chose, et surtout tu développes des relations où tu fais plus les choses par business, mais tu les fais par affection. Ok. Est-ce que tu arrives à en vivre du coup de ça? Non, mais parce que j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. J'ai peur que quand les réseaux sociaux, tu peux très bien gagner, hein, on va pas se mentir, tu peux très bien gagner sur un réel, sur une vidéo. Mais après, l'appât du gain, tu sais, en tant qu'humain, on a tendance à toujours vouloir un peu plus. Et j'ai peur de perdre mon authenticité si on me rémunère sur les choses. Tout ce que je mets dans mes stories, tout ce que je mets dans mes posts, c'est des choses que j'utilise, c'est des choses qui me servent. Je ne suis pas payée pour les montrer, on me donne des produits, c'est tout. Et ça me va très bien parce que comme ça, je ne suis pas obligée de parler de quelque chose dans lequel je ne crois pas. Je n'ai pas envie d'être un téléachat moderne. J'ai envie de rester moi, j'ai envie d'avoir une communauté qui peut me faire confiance. C'est important pour moi. Ok, tu restes le plus possible toi-même. Oui, et j'ai pas envie de vendre le premier dentifrice qui blanchit les dents, qui blanchira pas vraiment les dents, pour faire des sous et pour pouvoir partir en vacances. Après, mais tu arrives à avoir quand même des partenariats qui sont en lien avec ton sport et ce que tu fais. C'est pas non plus des partenaires qui sont totalement à l'opposé de ta passion. Ce que j'arrive à faire, c'est faire ma passion gratuitement. Et ça, dans un sport qui coûte aussi cher que la moto, c'est déjà une rémunération. Oui, c'est déjà énorme. Voilà. Comme tu dis, voilà, c'est un coût. Moi, je m'imagine faire de la moto, j'adorerais, mais je sais qu'il faut prévoir, que ça a un coût, c'est un investissement. Il faut pouvoir le faire. Il faut déjà une moto, on sait qu'on peut les briser, les briser facilement, tu peux les abîmer, donc ça va très vite. La journée, le droit de rouler sur le circuit, ça a un prix. Là, un week-end comme le week-end que je viens de passer à Manicourt, c'est 350 € le prix du roulage, 300 € le box, 250 € l'hôtel, 190 € d'essence pour rouler, pas pour y aller. Je suis tombée, donc il va falloir y mettre quelques pièces. Et donc ça, tu arrives à te faire financer tout ça en partie? J'arrive à me faire financer la quasi la totalité. Il me manque un partenariat Total Énergie pour avoir l'essence. Mais ça, je pense que ça arrivera jamais. Mais j'arrive à travailler avec mes sponsors sur toutes ces choses-là. Après, de temps en temps, préfère me payer mon roulage et pas avoir à penser à faire du contenu. Parce que c'est bien aussi de pouvoir te focus uniquement sur toi et ton pilotage. Et ta prestation et tout. C'est ça. Parce qu'en fait, les gens, ils se rendent pas compte que c'est très difficile de gérer toute ta journée où tu vas devoir piloter, être sur ta moto à 200%. Et en même temps, faire des photos pour tes sponsors, des vidéos pour tes sponsors, enlever ta combi, remettre ta combi. Bien sûr. Et ça prend du temps. Et tu n'es jamais vraiment totalement concentré sur ce que tu vas faire sur ta moto. Tu es en train de travailler un peu en même temps. Donc, ce n'est pas la même chose que de te payer ta journée et d'être tranquille et de faire ce que tu veux. Ok. C'est encore un peu différent. Ok. Est-ce que la plupart des sponsors, c'est eux qui sont venus te chercher ou c'est toi qui allais les chercher? Ou il y a un peu des deux? Ça dépend lesquels. Il y en a, la plupart du temps, je vais les chercher avec une proposition concrète et ce que je suis prête à faire pour eux, ce que j'attends d'eux, comment on peut évoluer ensemble. Il y a beaucoup de marques qui viennent me chercher, mais j'ai de la chance, je bosse, je crois, avec les meilleures marques, en tout cas à mes yeux. Donc, une marque comme Shoei, c'est pas eux qui viennent te chercher, qui que tu sois. Enfin, c'est toi qui vas la chercher, même si tu es un très bon pilote. Hormis si tu es un pilote de MotoGP. Et encore, il y a des pilotes de MotoGP qui vont voir des marques et qui voudraient des contrats. Donc, il y a des marques, ils viendront pas vers toi.
Il faut que toi, tu y ailles, que tu aies préparé une proposition, que tu saches ce que tu as comme valeur ajoutée. Et donc, bon, on est quand même sur une émission, on parle aussi d'ikigai. Je pense que tu sais ce que c'est parce que tu t'intéresses tu t'intéresses pas mal au développement personnel notamment. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que tu juges que tu enquêtes là de ton ikigai, tu trouves un peu ta voie ou qu'est-ce que tu aurais dans les 4 points qui regroupent l'ikigai? À savoir, si je les rappelle, les 4 points, tu as ce que tu aimes, ce dans quoi tu es doué, ce pourquoi tu es payé et ce dont le monde a besoin. C'est difficile parce que j'ai ce que j'aime, mais pour moi, les 4 points, ils viennent toujours en enlever un dans un autre. J'ai ce que j'aime, mais je suis pas douée. Je fais ce que je peux. Donc le fait de pas être douée, ça m'enlève un peu de plaisir, donc j'aime un peu moins. Mais le fait d'être payée à faire quelque chose, je l'aime moins aussi. Donc en fait, l'équilibre, il est plutôt pour moi de me dire, est-ce que après ma journée, quand je vais me coucher, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Parce que parfois, je fais ce que j'aime quand je fais de la moto. Parfois, je fais ce dont je suis douée quand je fais certaines choses en moto, pas d'autres. Parfois, je fais ce pourquoi je suis payée. Enfin, c'est vraiment un équilibre qui est différent parce qu'une passion, je crois qu'elle ne peut pas t'apporter tout ça. Mais je pense que tout ce qu'il va y avoir dans cette passion peut te l'apporter. Les gens que tu rencontres, les moments que tu vas créer, les voyages, parce que parfois, je pars faire de la moto à l'étranger. Donc, tout ça, ça peut te l'apporter. Je pense que ça m'aide plus à me confronter à qui je suis et qui je veux être. Exactement. C'est plus une quête de... Ça me met face à beaucoup de choses qui m'irritent. À beaucoup de choses que j'aime pas chez les gens, l'ego, la méchanceté gratuite. Ça m'oblige à me confronter à tout ça. Et ça m'oblige à me poser des questions qui parfois sont très personnelles. Ça m'a obligée à arrêter de voir les choses en me focalisant sur les autres et de commencer à les voir en me focalisant sur moi. Très bien. Et ça, c'est totalement nouveau. Enfin, c'est nouveau depuis 8 mois pour moi. Oui, parce que rappelle-nous ton âge. J'ai 28 ans. Ok. Donc, c'est assez récent. Mais c'est par exemple d'être avec ton coach et que ton coach aide quelqu'un d'autre au moment où toi, tu t'en vas et te dire « Ouais, c'est pas moi qui l'aide. » Donc là, petite crise de jalousie intérieure, forcément. Et puis après, de se dire « Attends, mais pourquoi ça déclenche chez toi ce genre de réaction ? Tu sais faire toute seule ton départ. T'as pas besoin qu'on vienne t'aider. En quoi qu'est-ce qui t'énerve ?» Et en fait, c'est d'arrêter de se dire « Les autres font ça pour m'agresser. » Et de se mettre à se dire « Je vis ça comme une agression parce que j'ai un traumatisme intérieur. » Donc, personne n'a voulu me faire mal à ce moment-là. Personne n'a peut-être même vu que je devais partir faire de la moto. Mais mon ego, il me met dans un truc où il veut me dire « Non mais regarde, on ne fait pas attention à toi, on ne t'aide pas. » Et là, le gros travail que ça me fait faire, c'est à ce moment-là de sortir, de prendre du recul et de dire « Wow, mais personne t'a agressé en fait. Tu es en train de toi-même de monter une agression qu'il n'y a pas eu. » Et c'est plus ça que ça m'apporte parce que je suis confrontée à des gens parfois qui vont... Sur mon roulage hier, je reçois un message d'un mec. J'ai du coup un syndrome de pilotage. J'ai les muscles des avant-bras qui sont trop développés par rapport à la loge dans laquelle ils sont. Donc on va m'opérer en septembre. Ils vont ouvrir mon bras, ils vont ouvrir mes loges pour que mon muscle il puisse exploser, enfin se prendre du muscle. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, ça s'atrophie. En fait. Là, j'ai un muscle très développé. Et quand je contracte beaucoup, là, ça fait une forme un peu bizarre. Quand je contracte beaucoup et que je fais de l'effort, le sang passe plus. C'est ce qu'on appelle le syndrome des loges. Ok, je connaissais pas, tu vois. C'est vraiment un truc lié aux sportifs. Les coureurs de marathon, ils ont beaucoup ça dans les mollets. D'accord. Et du coup, on va m'opérer. Donc, j'ai annoncé... Enfin, moi, pendant ma dernière course, j'ai vécu un calvaire parce que cette loge-là a pété pendant la course. Donc, le sang ne pouvait plus passer. Donc, j'arrivais plus à me freiner. Je devais tirer sur mon bras pour me freiner. Enfin, c'était vraiment horrible. Donc, je me suis dit... Mon podium, il était assuré parce que j'étais en finale des plus rapides. Donc, si je finissais la course, quoi qu'il arrive, j'avais un podium féminin. Donc, je me suis dit, finis la course. Mets ton ego de côté. Prends ton tour parce qu'on va me mettre un tour, c'est sûr. Je ne pouvais plus rien faire. Mais voilà, fini la course. J'ai fini la course en arrivant, j'étais tellement à bout que je me suis effondrée. Enfin, j'ai fait un malaise en descendant de la moto, j'en pouvais plus. Et puis, j'ai un mec qui me dit « Ah, là, t'es en train de t'entraîner à Manicourt. Finalement, pour freiner à 280 bout de ligne droite, t'as pas de syndrome des loges, là. » Je me suis dit « Mais comment on peut critiquer quelque chose qui est lié à la santé ? Enfin, à la rigueur, on peut s'en prendre sur plein de trucs, mais la santé, c'est grave. » Donc, j'ai essayé de lui expliquer calmement. Et déjà, rien que ça, c'est de l'ego. Normalement, on répond pas
on passe à autre chose. Si on est solide sur les appuis, peu importe. Ouais. Je me dis, on va quand même essayer de lui expliquer, tu sais, c'est pas bien, etc. Et ce mec a fini par être dénigrant, mais au plus haut point, en disant, mais va t'entraîner, c'est mieux, et en parlant super mal. Wow. Et ça, c'est des choses que je ne vis que en étant exposée sur les réseaux sociaux et en étant dans la moto. Et ça m'aide parce que, à force, je finis par être beaucoup moins... Je me rends compte que cette personne-là ne m'a pas critiquée ou ne m'a pas insultée parce qu'elle a quelque chose contre moi. Elle m'a critiquée, elle m'a insultée parce qu'elle a quelque chose contre elle-même. Le problème vient de lui, avec lui. Et du coup, vu qu'il a très certainement un gros manque de confiance en lui, un ego surdimensionné pour se protéger de ça, ben, il agresse les autres. Exactement. Mais en tout cas, ce que ça m'a appris, mon ikigai à moi, ce que j'aime, ce dans quoi je suis douée, tout ça, c'est vraiment réussir à prendre de la hauteur et me dire, les autres ne font pas les choses pour me nuire, ils font les choses dans leur simple intérêt à eux. Ils en ont rien à faire que j'aille me coucher, que je sois heureuse ou que je sois malheureuse. Donc la règle, c'est s'entourer des personnes bienveillantes qui te tirent vers le haut, ça j'aime. Et il y en a dans la moto, et qui te rendent doué, donc qui vont te tirer, qui vont te dire tu peux le faire, tu vas y arriver. Et ces gens-là, ils finissent par te tirer au maximum. Et là, ça devient une vraie passion et ça devient un truc pour lequel tu as envie de vivre et aller te coucher le soir et te lever le matin. L'un dans l'autre, je trouve un équilibre là-dedans, ou en tout cas des épreuves que je dois vivre pour arriver à une paix parfaite intérieure et en tout cas un épanouissement. À travers ces épreuves-là, tu es en train de voir ce que tu aimes, ce que tu aimes le moins. Voilà, tu es en train de te découvrir aussi. Exactement. Et peut-être qu'en fin de compte, voilà, à travers la moto, ce que tu vas aimer, c'est en rentrer aussi en contact avec les marques pour organiser des choses, créer du contenu, ou c'est peut-être la relation avec l'humain, ou c'est peut-être le fait d'essayer de se dépasser soi. Voilà, il peut y avoir plein de choses. Le panel est vaste en fin de compte. C'est pas juste dire oui, j'aime la moto, c'est mon ikigai. Non, c'est ce que tu vas découvrir à travers toutes ces expériences et ces difficultés, parce que visiblement, tu vis des difficultés. Et... justement, quelle a été ta principale difficulté ? Là, tu m'en as raconté une qui était quand même assez difficile à vivre, deux même, en parlant de la gym et là, de ce qui t'est arrivé sur la moto, ce qui est déjà pas mal. Tu as déjà eu pas mal d'épreuves à surmonter. Quelle a été ta plus grande difficulté au cours de ta vie ? C'est compliqué. Ma plus grande difficulté, je la traverse encore, c'est la gestion, c'est de gérer mes émotions. Mais ça, je pense qu'on a tous ce problème-là. On est tous... Les émotions, elles sont là pour nous submerger. Elles réveillent nos capteurs. Elles nous mettent dans des états qui sont... parfois absolument inutiles. Et j'essaye, en tout cas pour moi, le but ultime de la vie, c'est de réussir à les maîtriser, réussir à comprendre que c'est nos pensées qui construisent nos émotions. Exactement. Il y a de fortes chances que si je me mets en colère, parfois, c'est parce que mes pensées me mettent en colère. Mais si je dis, on s'en fiche, il n'y a rien à s'énerver là-dessus, je passe à autre chose. Donc ça, c'est la plus grosse difficulté de ma vie, parce que ma vie, elle commence avec énormément de traumas. Donc, j'ai eu une vie qui était très compliquée. J'ai fait un peu de foyer, de famille d'accueil. Pas longtemps, mais ma mère était jeune, donc c'était compliqué à gérer, etc. J'ai été émancipée quand j'avais 15 ans. Donc, j'ai pris mon appartement. J'ai fait un bac professionnel pour pouvoir payer aussi une partie de ma vie. À mes 17 ans, je pensais travailler dans mon lieu d'apprentissage et mon père m'a dit non, c'est hors de question, t'es trop doué à l'école pour arrêter maintenant. Donc, il m'a mis à la fac. J'ai fait un bac +5 en sciences politiques en étant le maillon faible. Enfin, j'ai une licence de langue étrangère et un master de sciences politiques. Okay. Et ça a été très difficile parce qu'on était une famille un peu compliquée. Et ça a été une famille de parents jeunes et forcément, ils ont fait des erreurs parce qu'il n'y a aucun parent qui est parfait. Et que moi, du coup, j'étais très en colère aussi contre les adultes et je le faisais savoir. Et du coup, ça a été une complexité parce que ça m'a créé beaucoup de traumas, une peur de l'abandon énorme, une peur du rejet, un besoin d'être toujours la meilleure pour que mes parents me félicitent, pour qu'ils me remarquent. Et du coup, j'ai vécu pendant longtemps enfermée dans ces blessures et dans ces traumas, à me dire où mon ego, en fait, s'est construit pour me protéger de tout ça. Mon ego, quand on me quittait ou quand un garçon partait, je lui répondais je m'en fiche, tu peux prendre la poubelle en partant. Enfin, et c'était uniquement de l'ego. Et quand j'ai réussi à m'affranchir de ça et accepter que j'ai des émotions, accepter que je peux avoir de la peine, accepter que je peux me sentir abandonnée parfois, mais que c'est qu'une construction qui est purement imaginaire. Et quand j'ai commencé à sortir justement de tous ces traumas-là, ma vie, elle a pris un autre tournant, mais complètement. Comme si tout d'un coup, toutes les planètes s'étaient mises à s'aligner.
tout ce qui m'arrive depuis est positif. Tout ce que je vis est incroyable. On m'invite sur des événements extraordinaires. Et au point où je me suis dit, mais comment c'est possible ? Enfin, comment j'ai pu passer d'une vie aussi, je trouvais triste, à une vie aussi incroyable où tout le monde se dit, waouh, mais elle a trop de la chance. Et je me suis rendu compte que tout est question d'énergie. Et quand tu commences à, toi, aimanter des choses positives, et quand tu commences à penser positif, tout simplement, ben, tu vois le positif. Si tu regardes parfois un tableau, ben, il va y avoir du rouge et il va y avoir du bleu. Mais tu ne peux pas te dire qu'il n'y a que l'un ou que l'autre. Et il faut juste focus sur ce que tu préfères. Donc là, tout s'est passé comme ça. Et ma vie est devenue super cool. Vraiment, où je me suis dit, ah mais en fait, ça marche comme ça l'univers. C'est-à-dire que tu lui fais confiance et il te rend l'appareil. Et là, ça a un peu débloqué des belles clés pour moi parce que quand je vis un truc chiant, ça m'arrive encore, souvent même, je me dis, si je dois faire ça, c'est que j'ai quelque chose à en tirer. C'est qu'il y a une leçon derrière. Quelle va être la leçon ? On m'a proposé des trucs qui me plaisaient pas et j'avais vraiment pas envie de le faire. Et je me suis dit, bon, bah, j'y vais pas. Des roulages avec des gens que j'aime pas, par exemple. Ça m'est arrivé qu'on m'a dit, bah, on va rouler avec quelqu'un que t'aimes pas. Et moi, je dis, bah, dans ces cas-là, j'ai pas envie d'aller rouler. Et puis voilà, le problème est réglé. Et après, je me suis dit, non, si je suis confrontée à ça, c'est qu'il y a un apprentissage à en tirer. Peut-être que ça va m'apprendre que finalement, cette personne, elle a rien contre moi. Peut-être que ça va m'obliger à moi à être plus calme et à prendre plus sur moi. Et c'est pas égocentré de se dire qu'on doit se développer personnellement. Ça, c'est une déformation complète. C'est tout à fait normal de se concentrer sur soi. C'est tout à fait normal de se concentrer sur ses besoins, sur sa vie, sur ses priorités. Et il n'y a rien de mal à ça. C'est normal de dire non, j'ai pas envie de le faire. Ce qui n'est pas normal, c'est de dire non pour faire du mal à l'autre. Mais si c'est pour se protéger, c'est sain. Et c'est ça que ça m'a appris principalement. Eh ben... quelle leçon de vie. Non mais ça c'est extraordinaire parce que tu me dis que voilà, que tu es passé d'une vie quand même où voilà, tu aurais pu te morfondre sur toi-même, te dire voilà, bah, la vie est difficile, ça ne va pas, l'univers n'est pas avec moi, on se laisse tomber, et de toute façon en plus je sais pas gérer mes émotions, etc. Tu as cherché à trouver des clés, des solutions et en te développant personnellement comme ça, tu as attiré de bonnes choses à toi. En voyant les choses de manière positive, tu as attiré du positif. Et voilà la vie que tu as aujourd'hui. Mais je pense que ça, c'est une des clés vraiment, parce qu'on redit limite à chaque podcast, enfin chaque invité le redit limite, c'est de voir les choses de manière positive et d'apprendre de ses échecs et de ne pas se dire que ce sont des échecs, de se dire que ce sont des apprentissages et tout ne peut aller que mieux. C'est même le mieux. Enfin, là... Quand je repense à ma vie, je repense plus aux échecs qu'aux réussites et je les aime beaucoup maintenant parce que je me dis, de ça, j'en ai tiré ça. C'est ça, on sait d'où on vient aussi. Bah oui, et tu vas faire un voyage, tu vas avoir plein de galères avec tes potes. Qu'est-ce que tu racontes en rentrant ? Les moments basiques à la plage où tout allait bien ou les grosses galères en rigolant ? Les grosses galères parce que c'est ça qui nous construit et qui tisse les liens. C'est dans ces moments-là en fait, dans ces moments, on est obligé d'activer un autre mode de notre personne. On active un mode un peu plus survie, un mode où il faut vraiment se dépasser. Et c'est ça qui fait qu'on progresse et qu'on s'améliore. Parce que si tout va bien, on reste dans une zone de confort constante et on fait rien. Mais dès que quelque chose va mal, on est obligé de se réinventer. Mais il y a 9 mois, j'ai eu beaucoup, beaucoup de peine. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la peine, c'est de l'énergie. Mais c'est grave de l'énergie. C'est d'un coup une grosse... Comme la colère, en fait, comme toutes les émotions, c'est d'un coup une énorme boule d'énergie. Parce que ça traverse le corps, ça peut mettre des frissons. Et en fait, après, à toi de voir ce que t'en fais. C'est-à-dire que où tu dégages cette boule dans un truc super négatif d'auto-critique, de procrastination, de jugement sur les autres, où tu prends cette boule et tu te dis, ok, là j'ai un bloc d'énergie, je dors pas la nuit, je suis à fond, qu'est-ce que je vais faire avec ? Et bam, tu le mets dans quelque chose de puissant, dans monter une entreprise, dans un projet associatif, dans un voyage. Et très souvent, par exemple, les gens qui se séparent et qui vivent une énorme peine, ils prennent cette énergie, ils partent faire un road trip et ils disent, ouais, je suis partie à l'étranger pendant je sais pas combien de temps. Bah, ils ont pris cette énergie, ils l'ont mis là-dedans. Mais ils auraient pu la prendre et la mettre dans une dépression. Ouais, totalement. C'est où tu choisis. Ce que t'en fais. Voilà, une émotion.
c'est une Pokéball d'énergie. Après, c'est toi qui vois comment tu la fusionnes, si tu veux faire un Pokémon pas bien ou un Pokémon bien, mais il y a de l'énergie, quoi. Alors ça sera la meilleure métaphore. Ta Pokéball d'énergie. Non, mais je suis là, moi, les métaphores, c'est mon gros truc, mais J'adore. pour le coup, c'est toi qui vois dans quoi tu le diriges. Et tant que t'es... j'ai une amie qui est beaucoup critiquée en ce moment, qui fait de la moto aussi, et ça la touche beaucoup. Et du coup, elle s'était mise dans un mode où elle était très compétition, même avec moi, et parce que elle avait envie de prouver, mais c'est normal, parce qu'elle était constamment sous le joug des critiques. Et je lui ai dit, tu sais, en fait, tant que ça te touchera, tu seras critiqué. La vie te mettra face aux mêmes situations autant de fois qu'il le faudra, jusqu'à ce que tu aies une réaction différente. Exactement. Tout simplement. Exactement. C'est-à-dire que tant que tu n'auras pas de réaction différente, tu vas revivre les mêmes schémas tout le temps, tout le temps. C'est les filles qui ont des maris violents, elles en quittent un pour en trouver un autre. Et c'est toujours comme ça, où les personnes qui vont se faire abuser par leurs amis, qui par exemple vont toujours être ceux qui sont un peu bolossés par tout le monde, mais ça va toujours être pareil, parce qu'en fait, ils n'auront pas de réaction différente. Le jour où tu veux que ça s'arrête, il faut que ta réaction, elle change. Donc, il faut être capable de dire « stop, j'en ai plus rien à faire », ou il faut être capable de dire non au mec qui va te manipuler, qui reviendra. Il faut être capable de changer ta réaction face à l'événement. Et ça, c'est le concept de base. C'est tant que tu n'auras pas compris, tu le revivras, tu le revivras, tu le revivras, tu le revivras jusqu'à la fin. Donc, si tu veux t'en débarrasser, prends le risque de faire différemment. Tu as une belle évolution et j'imagine que tu vas en avoir encore beaucoup parce que tu es encore jeune. Tu es encore jeune et je pense que ça va pas mal évoluer. Mais déjà, à ton âge, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ton ancien toi ? Je dirais traverse la tempête, de toute manière, il y a le soleil bientôt. C'est l'ancienne moi, je me souviens qu'elle était triste et qu'elle avait l'impression que ça s'arrêterait jamais. Donc, l'ancienne moi quand j'étais plus jeune, mais je lui dirais, tu vas voir, tu vas en sortir, mais je pense que je lui dirais pas, parce que c'est parce qu'elle l'a traversé qu'elle est comme ça maintenant. Donc, juste, let's go, ça va être cool. C'est comme un tour de circuit. Tu sais pas comment ça va se passer, tu sais pas si tu vas tomber, tu sais pas si tu vas pas casser la moto, mais tu vas avec le sourire. Maintenant, le problème de prévenir ton ancien toi, c'est que tu le préviens des erreurs et du coup, il les fait pas et du coup, il n'y a pas l'apprentissage. Donc, c'est un peu le Marty McFly qui ne naît pas à la fin parce qu'il est allé dans le futur ou dans le passé. Donc, je pense que je changerai rien. Je suis super contente de là où je suis maintenant et tout ce que je veux faire, c'est que le partager au maximum de personnes, de se dire que tu peux partir de loin, que tu peux avoir une vie chaotique comme moi, le foyer, l'émancipation, d'être seule, de croire qu'il n'y a pas de futur, qu'il n'y a pas d'avenir, et finalement être à un stade où tu te dis « Waouh, la vie est exceptionnelle ». Et c'est ça que je veux vraiment partager au maximum de personnes, parce qu'on baisse facilement les bras, surtout de nos jours, où on sait quand même une époque où c'est plus facile de baisser les bras. Donc, à l'époque, on ne baissait pas les bras parce qu'il fallait aller chasser pour se nourrir. Donc, c'était quand même déjà plus dur. Mais plutôt partager la vie, elle a un plan pour chacun de nous. Et si tu lui fais confiance, tout se passe bien. Faut prendre son surf et surfer sur la vague. Je te vois bien en tant que surfeuse. J'aimerais bien, ça peut être super cool. Je te vois très, très bien. Ça doit être des superbes sensations et tout. Mais vraiment, j'ai un peu peur de l'eau, les requins et tout. Mais bon. Et confiance en l'univers. Oui, mais je me baigne maintenant. Bien. En fait, cette confiance, j'avais le vertige, j'ai fait du saut à l'élastique. Cette confiance en l'univers fait que maintenant, je suis full détente et je me dis, la vie a un plan pour moi. Comme quoi, ça change aussi le mindset et la peur, qui est quand même une des peurs premières, la peur de la mort ou la peur des accidents ou la peur de se faire mal, etc. Ça change tout. En fait, au bout d'un moment, tu te dis, bon, à quoi bon, voilà. On a confiance en la vie. C'est ça. De toute façon, tu fais attention, tu fais les choses comme il faut et puis il n'y a pas de raison, quoi. Tu peux dépasser tes peurs et tes limites. Et je pense qu'à travers un sport comme ça d'adrénaline, ça doit en apprendre beaucoup sur toi. Ça t'en apprend beaucoup sur toi. Moi, la moto, ça m'a principalement appris l'humilité. Parce que tu es quand même sur un engin qui prend des chevaux et qui peut te mettre par terre. Et puis, il y a toujours meilleur que toi et il y a toujours moins bon que toi. Et tu es classé avec des chronos. Enfin, ça m'a appris qu'il faut rester humble et que finalement, c'est pas parce que tu crois en toi et que tu es sûr de toi que tu vas tout déchirer. La moto, tout le monde pense la première fois qu'il va sur un circuit que parce que c'est le meilleur de son village dans les virages, qu'il va tout déchirer et être le meilleur. Bon, tu prends un sacré coup dans la gueule quand tu vas sur un circuit pour la première fois.
Et tu te rends compte que tu es comme tout le monde et ça va être dur. Et qu'il y en a même pour qui ça se déclique jamais. Parce que la moto, c'est te battre contre ton instinct de survie. Tu as ton instinct de survie qui te dit fais pas ça, c'est dangereux. Voilà, logique. Saute pas de l'avion sans parachute, c'est dangereux. Normalement, jusqu'ici, c'est logique. Et ben nous, on doit dire à notre cerveau si, t'inquiète pas, freine qu'à 100 mètres du virage alors que tu arrives à 300 km/h. Enfin, en gros, on doit lui expliquer que lui, sa vision de l'arrivée, de la vitesse, elle est juste, mais que quand même, on va la dépasser. Et ça, c'est de la maîtrise de soi, de l'humilité, de la prise de risque, mais ça t'oblige à toi te développer en tant que nouvelle personne. Et donc de vaincre un peu cet instinct de survie qui ça ne veut pas dire que les motards sont suicidaires, hein. Personne n'a envie de mourir en moto. Je pense que juste que ça donne une certaine confiance en toi et ça habitue aussi ton cerveau à voir les choses différemment. Complètement. Ça te développe. Et ben, j'ai trouvé ça super intéressant. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer, quelque chose à transmettre dont tu n'as pas parlé? C'est pas parce qu'on est une petite fille vouée à être une princesse et à faire de la danse classique qu'on doit être une petite fille qui est une princesse et qui fait de la danse classique. On peut être une petite fille qui fait du foot, on peut être une petite fille qui aime le bleu, on peut être une petite fille qui veut faire de la moto. Et faut pas s'enfermer dans un truc, faut pas croire qu'on n'a pas sa place. Même souvent, en fait, en tant que nana, quand on fait les choses, on met vraiment du cœur à l'ouvrage et on le fait méthodiquement, donc on progresse très vite. Donc non, il faut faire ce qu'on veut faire et dégenrer les choses. Voilà, ça c'est un peu le mot de la fin. Sortir un peu du conditionnement peut-être dans lequel on était quand on était petit, parce qu'en fin de compte, on est un peu conditionné. Hein. Les filles qui vont jouer à la princesse, les garçons qui vont en plus faire du sport et jouer au foot et en plus rentre dedans, et les filles vont être un peu plus réfléchies. Ça me rappelle le spectacle de Farid, qui est actuellement sur Amazon Prime, et il en parle très très bien, mieux que moi. Ah, je sais pas si je l'ai vu ici. Ah, faut que tu le regardes. Ok, très intéressant. Je regarderai ça, ouais. Et il en parle à un moment, justement, ça me fait penser à ça. Non, faut pas se fixer à un seul truc, et surtout, la vie est pas si longue. C'est le père d'une amie qui a dit ça, et la vie est pas si longue. Donc il faut vraiment choper chaque occasion d'apprendre, chaque occasion de faire. Faut échouer, faut réussir, faut tomber, faut rire, faut pleurer, faut tout faire, faut saisir toutes les opportunités parce que c'est pas si long. Ça va vraiment très très vite. Un peu trop. On est d'accord. Et encore, tu as 28 ans. Mais effectivement, profitez de chaque instant, c'est très important. Et écoutez-vous, écoutez votre cœur. Allez tout droit, peu importe. Écoutez pas les gens, faites-vous confiance, mais voyez les choses de manière positive. Je pense que c'est un peu le résumé de ce qui a été dit. Positif, positif, positif. Et il n'y a rien qui vous empêchera d'aller où vous voulez aller. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Emilia ? Sur le circuit, souvent, mais je vais un peu vite pour qu'on me voit. Non, je rigole, c'est une blague. Sur Instagram, et puis sinon, sur la piste, il faut venir me voir parce que moi, j'adore rencontrer les gens. Je ne suis pas un DVD, donc je trouve ça trop cool. Émilie, en tout cas, j'étais ravi. Tu es la première personne que j'ai prise sur ce podcast que je ne connaissais pas d'avant et avec qui on n'a même pas échangé avant, mais très peu. Il faut le savoir. Là, ici. Voilà, si tu m'avais contacté, tu avais vu mes émissions, c'est ça, et tu t'étais dit qu'il y avait... grave cool. C'était un plaisir en tout cas, parce qu'habituellement, en tout cas pour les débuts, moi je voulais que prendre des personnes que je connaissais, donc j'ai suivi un peu le parcours, etc. Je me suis dit, là il y a quelque chose d'intéressant, pourquoi pas, et puis tu as eu cette volonté, tu es allé chercher, tu as trouvé, c'est ça. Comme tu as pu faire avec les sponsors, donc ça a fonctionné. Et faut faire ça pour tout. Voilà, faut faire ça pour tout, écouter la leçon, c'est super important. En tout cas, j'étais ravi, j'espère que tout le monde, que les gens auront appris de belles choses à travers ton histoire, en tout cas j'en doute pas, et puis au plaisir, on se voit sur la piste, Merci. J'essaye. Salut. Salut.